Boulourouche. Ce nom, ça évoque peut-être quelque chose pour certains, une vieille affaire un peu oubliée. Mais en 1996, c'était synonyme de peur. Presque une terreur palpable dans les montagnes du Moyen Atlas, au Maroc. Hmm. On parlait d'une légende, d'un homme insaisissable, un mangeur de fouves, traqué par une véritable armée, quoi. Mais qui était-il vraiment, derrière ce mythe? Ben justement, c'est tout l'objectif de notre discussion aujourd'hui. Essayer de dépasser un peu le folklore, l'image médiatique autour de Boulourouche Mohamed Azou, c'est son vrai nom, pour plonger dans une histoire beaucoup plus complexe. Oui, tortueuse même. Oui, plein de non-dits, de versions qui s'opposent, et puis cette cavale incroyable. On va essayer de démêler, tu vois, ce qui relève des faits, de la vérité, et ce qui appartient à la légende qui s'est construite autour de lui. D'accord. Et pour faire ça, on a quoi comme source? On a pas mal de choses en fait. Ah oui, Des articles de presse marocains qui couvrent plusieurs années, comme la Gazette du Maroc ou le magazine Zaman, parfois même avec des interviews directes d'Azou depuis sa prison. ah, intéressant ça. Oui. Et puis il y a des témoignages plus personnels, notamment celui assez incroyable de Ben Nassar Adjil. Il a joué un rôle direct et même risqué dans la reddition d'Azou. Son récit a été documenté notamment par Abdelkader Karaz. Bon, un dossier solide alors. Commençons par le début. L'homme, Mohamed Azou, avant qu'il ne devienne ce Boulourouche. Alors, Mohamed Azou est né, on pense vers 1963, dans un petit village d'Ouar Aït Boaza, c'est près d'Imouzer-Kandar, dans le Moyen Atlas. D'accord, en plein Moyen Atlas. C'est ça, sa famille est berbère, modeste. Il venait d'une région plus à l'est, Talsint ou Figuig. Son père était paysan, à Fella. Mohamed, c'était l'aîné de 7 enfants. Il a grandi là, il a appris le travail de la terre. Enfin, une enfance décrite comme assez calme, assez ordinaire pour ce milieu rural. Et déjà ce lien très fort avec la nature, la forêt, j'imagine, hein. Exactement, c'est un point essentiel. Très jeune, ado même, il se passionne pour la chasse. Et un détail intéressant qu'il raconte lui-même dans ses interviews, il apprend à manier le fusil, non pas en cachette, mais avec les gardes forestiers du coin. Ah oui, quand même. Oui, donc cette connaissance très fine du terrain, ses compétences de chasseur, tout ça, ça va devenir le terreau de sa légende plus tard. Boulourouche, d'ailleurs, ça veut dire quelque chose comme maître des fauves ou dompteur des bêtes sauvages. C'est ça l'idée. D'accord. Mais il ne faisait pas que chasser. Les sources disent aussi qu'il creusait des puits et qu'il avait un certain succès auprès des femmes. Ah, ça peut créer des tensions. Voilà. Et apparemment, ça aurait créé des jalousies, des frictions, surtout avec certains gendarmes locaux. On voit se dessiner un portrait. Un jeune homme débrouillard, bien ancré dans son milieu, mais peut-être déjà un peu à part, non? Est-ce que ces tensions, ces jalousies, ça a joué un rôle dès le départ? C'est difficile à dire avec certitude, mais c'est une piste, oui. Azou lui-même, il insiste sur une chose dans ses interviews. J'ai toujours aimé les armes pour chasser, dit-il, non pas pour aller faire peur aux gens. Il essaye de mettre une barrière, tu vois, entre sa passion et une éventuelle intention criminelle. Mhm. Mais bon, ce tableau d'une vie somme toute assez ordinaire, il va voler en éclats en 1990. Ouais, là c'est le tournant. Sa première arrestation. Il a 27 ans, une affaire de vol, il est condamné et il fait 5 ans de prison. C'est un moment clé, ça. Absolument. Il dira plus tard que ça l'a profondément changé, que ça l'a endurci. Mais le point le plus explosif, selon lui, c'est ce qui se passe à sa sortie. Quoi donc? Il affirme que les gendarmes du coin ont fait pression sur lui pour qu'il devienne indicateur, un mouchard. Ah oui, Et son refus catégorique aurait déclenché un vrai harcèlement. Il utilise des mots très forts. Ils me voulaient du mal, m'ont provoqué, m'ont poussé à la faute. c'est une accusation grave quand même. Il décrit une sorte d'acharnement de l'autorité locale. Tout à fait. Il se sent victime d'une injustice, d'une vendetta personnelle. Certaines sources, comme Zaman et Azou lui-même, avancent même une raison plus précise. Laquelle? Pour les faveurs d'une Sheka, une chanteuse populaire dans la région. Une Sheka, d'accord. Est-ce que cette thèse de la vendetta personnelle, c'est crédible, Sam? Difficile de trancher. Ce qui est sûr, et c'est noté dans les articles, c'est le silence des gens du village. Une sorte de « on sait des choses mais on préfère ne rien dire ». Ça montre peut-être une certaine peur ou juste la volonté de ne pas se mêler d'une affaire compliquée entre un des leurs et les autorités. En tout cas, cette tension latente, ce ressentiment, ça finit par exploser en 1996. C'est l'année où tout bascule vraiment, avec un incident précis. Oui, l'élément déclencheur, c'est le vol d'un fusil. Un fusil de gendarmerie volé à Ifrane.
Et très vite, l'enquête pointe vers Mohamed Azou. Forcément, vu les antécédents et les tensions. Voilà. Et la situation dégénère complètement lors d'une intervention des gendarmes, une trentaine, d'après Azou, pendant la fête de mariage de son frère, Mimoun. Il décrit ça comme une opération chaotique, humiliante. Pour lui, c'est la goutte d'eau, la preuve qu'on veut le piéger. Et c'est là qu'il décide de fuir. C'est ça. Il expliquera plus tard, je savais qu'ils allaient me mettre toute cette histoire sur le dos, m'envoyer encore en prison. C'est vraiment le point de non-retour. Donc sa fuite, pour les autorités, c'est un aveu. Mais pour lui, c'est la seule issue pour échapper à ce qu'il voit comme un piège. Exactement. Les interprétations s'opposent dès ce moment critique. Et sa cavale commence. Il part d'abord vers le nord, du côté de Ktama, Bab Bered, dans le Rif. D'accord. Il reste là-bas environ 6 mois. On ne sait pas trop ce qu'il y fait. Lui parle de travail, d'autres sources évoquent des rumeurs de contrebande, mais bon, sans preuve. Et puis, il y a un autre événement qui le fait revenir vers ces montagnes. Lequel? L'incendie de la maison familiale. Un incendie qu'il attribue aux gendarmes. Là encore, pas de preuves formelles dans les sources qu'on a consultées, mais c'est sa conviction. Ça a dû être un choc terrible pour lui. Oui, et c'est à ce moment-là, se sentant acculé, dépossédé, qu'il dit avoir récupéré un fusil. Il précise même chez une femme à Dayatawa, et qu'il plonge dans la clandestinité totale, dans la forêt qu'il connaît si bien. Et c'est là, dans cette forêt, où il va vivre caché pendant près d'1 an, que le mythe de Boulourouche va naître et prendre des proportions folles. D'où vient ce surnom d'ailleurs? Mangeur de fauves, c'est ça? L'origine exacte est un peu floue. Boulourouche, ça renvoie à celui qui a un lien spécial avec les bêtes sauvages, les louhouches en arabe. Mais très vite, ça dérape. Le surnom prend une tournure monstrueuse. Comment ça? Les histoires les plus folles circulent. On dit qu'il est vêtu de peau de bête, qu'il chasse avec une force incroyable. Certains le décrivent même comme un vampire. Ou qu'il se balade avec un lion et un aigle. C'est complètement délirant. Incroyable comment la rumeur peut s'emballer comme ça. Ah oui, c'est une vraie psychose qui s'installe dans la région d'Ifrane, d'Imouzer. Et même les gendarmes, en avertissant les touristes du danger, contribuent involontairement à cette peur. On voit bien là comment se fabrique une légende. Mais alors, quelle est la part de vérité? Lui, qu'est-ce qu'il en dit? Les sources plus sérieuses, comme Zamen et surtout Azou lui-même dans ses interviews, suggèrent que ce surnom venait au départ de ses talents de chasseur, tout simplement. Exceptionnel certes, D'accord. mais ensuite la peur collective, peut-être aussi attisée par certains pour justifier la traque ou pour effrayer les gens, a fait le reste. Azou, lui, il nie complètement être un mangeur de lions. Il dit même d'en avoir jamais vu là-bas. Ah bon? Oui, il admet avoir chassé et mangé du gibier, bien sûr, mais aussi des singes, des sangliers, par nécessité pour survivre dans la forêt. Mais il avance aussi un autre argument important pour expliquer cette confusion, non? Il parle d'autres personnes. Oui, et c'est un élément central de sa défense. Il affirme que d'autres fugitifs dans la même zone, notamment un certain Driss Amkashoum et sa bande, Ah, voilà d'autres noms. commettaient des vols, des agressions, passe-fois sur des touristes, et se faisaient passer pour lui, pour Boulouche. Il raconte même qu'il laissait des petits mots signés Boulouche derrière eux. Une sorte d'usurpation d'identité, en quelque sorte. C'est ce qu'il dit. Il volait et disait que c'était Boulouche. Il le répète dans ses entretiens. Selon lui, ça a énormément sali sa réputation et ça a tout mélangé dans l'esprit des autorités et du public. Et cette thèse de l'usurpation d'identité, est-ce que le témoignage d'Agile, par exemple, la soutient? Ou ça reste juste la version d'Azou? Le témoignage d'Agile confirme en tout cas qu'Azou n'était pas seul. Amkashoum et d'autres étaient aussi recherchés pour des faits graves, violents. La dynamique exacte entre eux, ça reste une des zones d'ombre de l'affaire. Mais l'idée qu'Azou ait pu servir, consciemment ou pas, de parapluie médiatique pour d'autres crimes, ce n'est pas du tout invraisemblable dans ce climat de peur et de confusion. Ça expliquerait aussi pourquoi la traque est devenue si massive. Oui, parlons-en de cette traque. Elle a été d'une ampleur assez exceptionnelle, non? Ah oui, vraiment hors norme. Les sources décrivent une mobilisation énorme. Gendarmerie, police, forces auxiliaires et même l'armée, avec des hélicoptères, des chiens, des chevaux. Waouh! La pression sur Azou, caché dans sa forêt, devient terrible. Mais elle pèse aussi sur sa famille.
rester au village. Et c'est ça qui va le pousser à se rendre. Oui, il semble que ce soit l'arrestation de ses parents qui l'ait décidé. Apprenant ça, il prend la décision de se rendre. Mais attention, pas n'importe comment. Et c'est là qu'intervient ce fameux Ben Nassar Adjil. Le médiateur dont tu parlais. Exactement. À l'époque, il était président de la commune de Salé, donc quelqu'un d'influent. Et son témoignage, rapporté par Carras notamment, décrit une reddition négociée dans des conditions, mais rocambolesques. Raconte-nous ça a l'air fou. Alors, Agile aurait été contacté, mais indirectement via le beau-frère d'Amkochoum. S'ensuivent des rendez-vous secrets en pleine nuit, hyper tendus, hyper risqués, entre Agile et les fugitifs Azou, Amkochoum et un troisième homme, Driss Bahala, caché dans la montagne. Ah oui, quand même. Et leur condition est très claire. D'accord pour se rendre, mais uniquement aux autorités centrales à Rabat, au ministère de l'Intérieur précisément. Ils ont une peur bleue des gendarmes locaux. Ils les accusent de vouloir les tuer. Ça en dit long sur la méfiance ambiante. Absolument. Et Agile accepte cette mission complètement dingue Et prend un risque énorme. dans une voiture officielle pour passer les barrages sans problème. T'imagines la scène, l'élu local, seul, avec 3 des hommes les plus recherchés du pays, armé jusqu'aux dents et super méfiant. La tension a dû être incroyable. Agile décrit un moment où Boulou Rouge, pris d'un doute, le menace carrément avec son arme dans la voiture, avant de se calmer. Finalement, ils arrivent à Rabat, Agile les héberge chez lui dans sa villa. Et là, initiative assez audacieuse. Oui, Pour les protéger et pour avoir leur version, il enregistre leur témoignage face caméra. pas mal. Et ensuite, la reddition effective. Elle a lieu le 22 octobre 1996. Comme ils l'avaient demandé, ils sont remis non pas à la gendarmerie locale, mais à des services centraux à Rabat. On parle de la DST ou de la police judiciaire. Agile d'ailleurs insistera plus tard dans son livre L'autre vérité sur Boule Rouge sur le fait que la version officielle a complètement minimisé son rôle et les risques qu'il a pris pour que ça se termine sans violence. Une histoire dans l'histoire, cette reddition. Et une fois arrêté, la justice passe, avec des peines très lourdes. Oui, extrêmement lourde. Mohamed Azoubou, Boule Rouge donc, prend la perpétuité. Driss Ankchoum, souvent vu comme le chef de bande et accusé de crimes plus graves, est condamné à mort. La peine de mort. Oui, même si elle n'est plus appliquée au Maroc, elle est encore prononcée. Driss Bassera, le troisième homme, prend 30 ans ou perpétuité, les sources varient un peu. Et même Mimoun, le frère de Mohamed, Celui dont le mariage avait été perturbé. oui, lui aussi est condamné à perpétuité, probablement pour complicité ou participation à certains faits pendant la cavale. Et Mohamed Azou, Bouloukouche, il est toujours en prison aujourd'hui. Oui, à la prison centrale de Kénitra. Les quelques infos qu'on a sur lui depuis le décrivent comme un détenu plutôt calme, devenu très religieux, respecté. Il aurait même été responsable du hammam de la prison pendant un temps. Et il maintient sa version des faits. Totalement. Dans les interviews qu'il a données en 2003 et 2007, il n'a pas bougé d'un iota. Il clame son innocence pour les crimes les plus graves, comme les meurtres ou les viols, attribués à la bande de Boulougouche. Il répète sa thèse de l'acharnement au départ et de l'usurpation de son nom ensuite. Ce qui laisse quand même pas mal de questions en suspens finalement. Les peines sont différentes, donc ça suggère des responsabilités différentes jugées par le tribunal. Tout à fait. Mais on manque de détails précis sur ce qui a été spécifiquement reproché et prouvé contre Azou pour justifier cette perpétuité, du moins dans les sources grand public. Exactement. C'est là qu'on touche aux zones d'ombre qui persistent. Pourquoi ces peines différentes s'ils formaient une bande ? Quels actes précis ont été imputés et prouvés contre Azou lui-même, au-delà de sa fuite armée et de sa survie en forêt ? L'image du monstre sanguinaire de la légende, elle colle mal avec le portrait plus nuancé, qui ressort de ses propres dires, répétés sur des années, et même du témoignage d'Agile sur sa reddition. C'est le grand écart, quoi. Voilà. Alors, était-il un criminel endurci qui a surfé sur le chaos, une victime d'une vendetta qui a mal tourné, ou, comme souvent, un mélange complexe de tout ça ? Sa constance dans son récit, même après des années de prison, ça reste quand même un élément troublant, qui interpelle. Bon, si on essaye de résumer cette histoire assez folle, on part d'un jeune paysan du Moyen Atlas, chasseur doué, mais a priori sans histoire. Un passage en prison, un sentiment de persécution à sa sortie, une fuite devant les autorités. Et il devient, malgré lui ou à cause des circonstances, l'objet d'une légende nationale terrifiante. Bouloukouche. C'est ça.
Ensuite, une traque énorme, une reddition négociée hyper tendue et finalement, la condamnation à perpétuité. Et depuis sa cellule, il continue de défendre une autre version des faits. C'est bien plus complexe qu'un simple fait divers, en effet. Absolument. L'affaire Boulou Hooch, c'est vraiment un concentré de questions sur la justice, sur la vérité des médias, sur la façon dont les mythes modernes se créent, surtout dans des zones un peu isolées où l'info circule mal et où le rapport à l'autorité est compliqué. Hmm. Et malgré le récit d'Adjil, malgré la constance d'Azou, il reste des pans entiers de l'histoire dans l'ombre. Le rôle exact de chacun, la réalité précise des crimes commis pendant cette cavale. Qu'est-ce que cette affaire nous dit, au fond, sur les relations entre les individus, les communautés rurales et l'État? Et quelles vérités sont peut-être encore enfouies, quelque part? Exactement. Peut-être dans les forêts de l'Atlas ou derrière les murs de la prison de Kénitra. La seule certitude, finalement, c'est peut-être qu'une histoire n'est jamais aussi simple que la légende qu'on aime en raconter.